Ah, je savais qu'on partirait sur la solution Bisenur, ça. Vraiment, c'est une histoire que vous nous pondez sur deux épisodes qui n'a pas de lien avec grand-chose, juste, juste pour durer en fait. Je pense que on aurait tout aussi bien pu avoir les réponses, ce qu'ils cherchaient directement, mais on a fait durer ça un petit peu pour pas grand-chose pour moi, mais bon. C'était pas affreux dans l'absolu, hein. Alors, on va commencer une fois de plus par le gros morceau autour de Callum et Rayla qui ont donc pour mission en tant que deux élus qui sont réellement les deux élus parce qu'ils disent au début ah ça doit pas être nous, on leur a fait croire ça mais c'est pas nous, on n'est pas les élus alors qu'en fait si, ce sera les deux élus hein, techniquement hein. Ça le principe des prophéties ça marche toujours très bien ce genre de conneries hein. Ouais, il y a Arena qui est pas chaude à l'idée de se frotter à cette espèce de titan de glace qui amène cette espèce de tempête de neige constante dans le coin. Mais Kaloum, il dit oui, on va s'en occuper, et puis je sais qu'on a le truc. Hein. Il a direct la stratégie, j'ai un sort qui peut dégeler la neige, et d'après la prophétie, il faudrait percer le cœur de la bête, et après le faire fondre. Donc on va percer ça avec le symbole qui fait fondre la neige, grâce à tes glaives, et moi je fais fondre ça. C'est bon, on a notre technique. Et au bout du compte, ça sert pas à grand chose le délire de Callum, hein, parce que voilà, on va voir ce truc, hein, on part à l'action, on va se le frotter. Ça joue un peu sur l'échelle, c'est classe, ça m'a un petit peu rappelé ce jeu vidéo dont j'ai oublié le nom sur le coup, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je parle pour certains d'entre vous. Et au bout d'un moment, elle finit par se rendre compte que ce n'est pas juste un monstre sanguinaire comme ça, en fait, c'est un animal domestique. Un animal domestique qui appartenait à une, euh, une dragonne, la représentante des dragons de la nuit, et qui est morte, qui a disparu il y a je sais pas trop combien de temps, là, enfin de la nuit de la lune, excusez-moi. Et donc il est seul et ça fait des siècles, un millénaire qu'il est en train de gémir. Parce que putain, il est pas capable de passer à autre chose, quoi. Hein. Il est un peu con, hein, l'animal domestique, quand même. Hein. Donc, je veux dire, à ce stade-là, ça va les conneries, quand même. C'est après tout ce temps, quoi. Donc, elle comprend ça, elle le calme en faisant son petit discours et en faisant un petit chant doux qu'on n'a jamais vu chanter avant cet épisode. Genre, on l'entend la chanter au début de cet épisode, histoire de dire qu'elle connaît une petite chanson douce pour s'endormir. Mais j'ai pas souvenir une seule seconde que ça a été un tout petit peu appuyé avant. Hein. N'hésitez pas à me contredire si je me trompe. Enfin bref, voilà, elle le calme. Elle utilise même une espèce d'opale lunaire qu'elle avait sur elle, on sait pas comment, parce que voilà, pourquoi pas. Et elle guérit un peu son cœur qui était fissuré, et grâce à ça, elle l'a fait fondre. Et ils ont résolu la prophétie, mais pas de la façon qu'ils pensaient. Voilà, c'est incroyable. Et maintenant qu'il est calme, il n'y a plus de tempête, ils sont tout contents, les elfes stellaires. Et c'est même parfait, puisque apparemment c'est la nuit sans lune. Enfin, c'est le truc que je trouve très bizarre. Je ne comprends pas la logique. Je suis désolé, hein. C'est peut-être moi qui suis con, qui n'ai pas suivi un détail, mais je ne comprends pas la logique. Ça fait des plombes que vous n'avez pas eu de nuit sans lune, parce que apparemment, ça n'arrive pas comme ça. Mais en quoi le fait qu'il n'y ait plus de tempête de neige liée à la détresse des espèces d'animal magique ultra puissant là empêche la lune de ne pas être là en fait? En quoi le fait qu'il y ait des tempêtes de neige constante fait qu'il y a depuis tout le temps une lune durant la nuit? Est-ce que dans votre monde, les tempêtes de neige influent sur l'apparition de la lune? Parce que je sais que dans notre monde, la lune influe un petit peu sur le niveau des mers, mais c'est pas dans l'autre sens, vous voyez, ça marche pas dans ce sens-là. Je sais pas, c'est super zarbe la façon dont c'est présenté, quoi. Mais bon, grâce au fait qu'ils ont calmé la bestiole, ben, ils vont pouvoir avoir leur putain de nuit sans lune et voir les étoiles uniquement, la lumière des étoiles, pour la première fois de leur vie, ils sont trop contents. Ils en profitent aussi pour leur donner leur récompense, une couronne, qui se trouve avoir les joyaux, les diamants dont Rayla aura besoin pour sauver ses parents et j'ai oublié son nom, Runan, c'est ça, Runan.
Ah, on en est content, ça se goupille bien, c'est pour ça que Callum voulait insister au départ pour faire cette quête, donc ok. J'estime quand même que ça n'ait pas été un tant soit peu mentionné avant, c'était un petit manque, mais au moins vous savez pas oublier ça. Je sais pas exactement comment elle va faire pour utiliser ça, parce que c'est pas comme si elle peut le faire tout de suite comme ça. C'est un truc qui se fait pas directement, donc... Je sais pas exactement comment ça va se passer cette histoire, hein. Quand ses parents vont revenir, quel rôle ils joueront, tout ça, tout ça. Est-ce qu'ils vont revenir avant la toute fin? Je ne sais pas. Enfin bon, c'est un détail, on verra ça plus tard. Alors en tout cas, là, ils sont contents, les elfes stellaires. Ils peuvent enfin retirer leur bandeau après je sais pas combien de siècles, millénaires, je sais pas quoi. Et ils voient cette nuit sans lune, ils sont tout contents. Et il y a l'un d'entre eux, le mec qui a une espèce de rousseur sur la peau. Qui a cette espèce d'accomplissement prophétique dont on a parlé l'épisode précédent. Veuillez m'excuser une fois de plus si j'ai zappé des détails, j'avoue que c'était très exposition cette partie-là dans l'épisode précédent, et maintenant on essaye de faire après exposition, quoi. En fait, c'est un truc d'élu. Parmi les elfes stellaires, il existerait possiblement un élu qui, en découvrant le ciel étoilé sans lune pour la première fois, se trouverait le don d'intemporel, quelqu'un qui verrait tout à travers ses yeux divins presque, comme ça a été le cas pour Aravos apparemment. Et donc l'un d'entre eux a fini par voir ça, et maintenant il voit le monde complet, totalement en phase. Je vois votre âme, je vois tout. Tu es une belle personne, Rayla, tu es capable d'étendre le cœur des gens, de faire le bien, ce genre de truc, avec ses mots à lui. Et lorsqu'il voit Callum, ce qu'il voit surtout, ce sont les ténèbres. Le futur entrevoit les ténèbres pour lui. Parce que t'as osé faire 2 sorts de magie noire pour sauver la vie de quelqu'un, espèce d'enculé. Excusez-moi. Enfin bref, voilà. C'est de mauvais augure pour lui, ce truc-là, alors qu'elle est plutôt contente là, et que lui, il est encore plus inquiet. Hein, il est encore plus inquiet par la situation. Donc oui, ça se termine un petit peu là-dessus, alors que on va un petit peu rappeler que Aravos existe encore. Eh bah oui, il existe encore, Aravos, il est toujours dans son coin, en s'apprêtant à pouvoir recontrôler un petit peu Callum. On fait même un petit lien avec Viren dans sa cellule, qui a cette voix d'Aravos dans sa tête, qui semble n'avoir pas totalement fini avec lui, semble-t-il, et Viren qui gueule, non, je ne me laisserai plus avoir, tu ne me contrôleras plus désormais, ce genre de choses. Ça c'est fort, cette partie-là, je reconnais. De toute façon, la partie sur Viren est excellente, hein. C'est clair et net que c'est la meilleure partie. Ce qui se passe principalement avec Callum et Rayla, ça va. J'estime que ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, à part quelques visuels dans le combat contre la créature. Enfin, le combat de départ, après, voilà. Mais au-delà de ça, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et vraiment, ouais, c'est une espèce de sous-quête contenue dans un double épisode pour faire durer, quoi. Et je trouve que c'est pas très... C'est pas indispensable, quoi. C'est assez indispensable. Mais bon, la partie la plus intéressante, c'est autour de Viren et Soren. Hein, Soren qui dit un petit peu au revoir à Ezran, qui est parti pendant un petit moment pour aller assister au mariage de Amaya et de Janaï. Donc il sera présent lorsque il y aura l'attaque de Karim, parce que je suis sûr que ça tombera le même jour. Je suis sûr. Bon, je suis pas sûr à 100%, mais je suis prêt à parier que ça tombera un peu le même jour. Je suis prêt à parier que ça finira par arriver à ce moment précis, quoi. Je le sens un petit peu, je sais pas pourquoi. On verra bien. Donc dans pas très longtemps, logiquement. Et après qu'ils se disent au revoir, Soren va rester un petit peu seul pour s'occuper du seul prisonnier du château, apparemment. Il n'y a personne d'autre dans le coin à part lui. Ils sont plutôt chill, hein. C'est un coin très calme, très tranquille, hein, très paisible, hein. Le royaume de Ketalis, j'arrive jamais. Alors ils le disent de temps en temps. Catolis, ouais, ça. Je m'en fous royalement du nom de ce royaume, mais bon, il faut que je retienne quand même à un moment donné, quoi.
Ouais, quoi, c'est cette partie-là qui sera de loin la plus intéressante de cet épisode, parce qu'on a vraiment ce ressentiment fort de la part de Soren qui tient quand même à voir son père, mais qui l'a très en froid, alors que son père est complètement dans les regrets maintenant. Il, il regrette totalement ce qu'il a fait, notamment la voie dans laquelle il a amené sa fille et son fils. Et dans un sens, il est content que son fils ait échappé à cette voie-là. Il essaye un petit peu de le complimenter par rapport à ça, mais après tout ce qu'il lui a fait subir pendant tout ce temps, Soren l'a assez mal au départ. Et donc il lui gueule un petit peu dessus, il essaye de l'ignorer pendant un petit moment. Mais il peut pas s'empêcher un peu de revenir vers lui à la fin, alors que Viren peut pas s'empêcher de vouloir s'excuser et dire à quel point il est fier et qu'il doit penser qu'il suit une bonne voie, qu'il n'a rien fait de mal de sa vie sereine, quoi. Il a vraiment le discours qu'il faut, les mots, pour pas une seule seconde se justifier lui-même, mais essayer de l'atteindre positivement, son fils. Et c'est assez touchant à cet égard-là. J'avoue que ces échanges sont excellents. Et une fois de plus, de temps en temps, Soren a des moments vraiment forts, quoi. C'est dommage que la grande majorité, ce soit cette espèce de gros bonnet un peu lourdeau, hein. Parce que quand on n'est pas sur ça, quand on part vraiment sur la corde sensible, il peut faire des trucs vraiment forts. Soren, il peut être au centre de quelque chose de très puissant émotionnellement. Dommage que ce soit la partie rare du personnage, mais bon, je crache pas dessus une fois de plus, ça. Donc oui, cette partie-là, excellente, hein. J'ai rien à dire dessus, hein, c'était super. Voilà donc cet épisode, hein, qui est donc grandement sauvé, grandement amélioré par la sous-intrigue. L'intrigue principale, je le dis, elle est correcte. Il n'y a rien d'ultra affreux non plus, hein. C'est assez bateau à voir venir, je suis désolé, la résolution du conflit principal et le fait que tout s'enchaîne facilement après des délires de prophétie, de trucs mûches un petit peu faciles, c'est pas de l'écriture très recherchée pour moi, mais c'est pas affreux non plus, quoi. Donc globalement c'est pas mal parce que il y a la partie autour de Soren et Viren qui contrebalance bien ça. C'est bien pour l'instant, en dehors de l'épisode 1, qui, je le redis, est vraiment un peu limite. C'est quand même de la bonne qualité cette saison 6, et j'espère que ça va continuer comme ça. A bientôt pour l'épisode 6, bye!